et se gèrent d'une manière spéciale. Les statuts, les activités. C'est des coopératives, il y en a des salles, c'est-à-dire des sociétés à responsabilité limitée, il y a des groupes d'intérêt économique, il y a des groupes informels, et ils sont dans la production, dans la transformation et dans la distribution de l'ananas et de ses produits dérivés. Ils utilisent comme mode de gestion et organisation des outils, ils sont soumis à des règles normales, les salles, c'est-à-dire les sociétés à responsabilité, ils font comme la loi le dit, mais il y en a d'autres qui sont totalement informels, ils ont des comptables, secrétaires actifs, personnel permanent, ils ont des bureaux exécutifs, des gestionnaires de stock, des commerciaux, etc. Ce que nous devons retenir est que le chef de l'entreprise centrale est l'unique patron auquel tout le système est soumis. Et ils utilisent comme outils de production des outils artisanaux comme roue, coupe, etc. Et des outils semi-modernes comme gyrobroyeur, cuiseur, pasteuriseur, des équipes totalement modernes, des chaînes industrielles de matériel importé. Ils sont aussi influencés par les coutumes et les règles du milieu. Ils ont des rapports avec les institutions de l'État, telles que les ONG, l'État. Ils ont des relations de confraternité, d'entraide, des relations de solidarité, de complémentarité, de concurrence. Mais les territoires colons, les aïas, ils ont les traditions du milieu, les conditionnent aussi. Alors, au vu de tous ces résultats, pour le fonctionnement des aïas, en considérant ces petites entreprises informelles, qui travaillent en réseau sur le même territoire, activités variées et complémentaires, place importante à l'humain, règles et coutumes, relations marchandes et non marchandes, place aux actions sociales, l'influence des institutions étatiques et surtout les ONG, etc., nous pouvons affirmer que les entreprises d'ananas du territoire d'Alada, Zekaravi, fonctionnent comme les entreprises du modèle IPE étudié par Ferren, Koulet et Boukara. Notre première hypothèse est ainsi confirmée. Mais il y a une nuance. La nuance est ceci. Les entreprises ananiennes ne sont pas toutes informelles, comme les cas de Ghana et de Tunisie qui sont les références, qui sont entièrement informelles. À Alada, elles sont groupées en grappes et dominées par un seul leader, par pôle. L'influence discrète de l'État est plus perceptible que dans les autres cas étudiés, comme le cas de Tunisie et de Ghana. Maintenant, au niveau de la dynamique industrielle des aïas, nous avons récolté les facteurs déterminants. Cette dynamique industrielle des aïas est déterminée par le sol qui est propice à Alada, le microclimat qui est adéquat, une meilleure pluviométrie, une complicité du territoire. L'ananas est mieux que l'épargne bancaire, ils disent, parce que quand ils mettent un peu d'argent dans un état, ils récoltent beaucoup à la fin, alors que l'épargne c'est 3,3%. Donc, ils voient que l'ananas, c'est mieux de se investir dans l'ananas. Ils ont l'emploi pour toute la famille. L'ananas, au niveau de Alada, résiste aux aléas climatiques. L'activité, c'est une activité, au niveau de l'ananas, c'est des activités à moins de coût. Cependant, c'est un faible investissement pour gagner beaucoup et de lourds investissements pour la transformation. Et c'est pourquoi peu de gens s'y aventurent. Le Nigeria, à lui seul, consomme 90%. Le Nigeria est de 200 millions d'habitants, qui est notre frontière à l'est. Mais aujourd'hui, c'est le Nigeria qui consomme 90%, ne consomme plus parce que l'influence de Boko Haram, du terrorisme à notre porte, a fait que le commerce est ralenti. Et cela qui est perçu comme une menace est devenu une opportunité pour les Béninois parce qu'ils se sont mis dans la transformation en grand groupe. Et puisque le Nigeria prenait le ananas, transformait en jus et venait vendre sur le marché béninois, aujourd'hui ce sont les Béninois qui se mettent à transformer pour vendre au Nigeria et un peu partout. Donc c'est une opportunité. Il y a la proximité de l'aéroport et du marché d'autre part, il y a la transmission de savoir au niveau des aïas et il y a cette technique qu'ils apprennent. Et nous notons que la guerre en Côte d'Ivoire a favorisé le décollage de la production ananas au Bénin. De 100 000, on est parti à 500 000 tonnes. Et donc, la dynamique industrielle est aussi motivée par les capitaux, les innovations, l'environnement des affaires. C'est-à-dire les crédits bancaires, c'est peu, mais ils consomment beaucoup le microcrédit. Il y a des innovations technologiques, ils utilisent les machines, le capital humain est valorisé, les rapports sociaux sont importants. Il y a même des services d'innovation et des entreprises périphériques de services. Donc, il y a un environnement d'affaires important. La distribution de carburant, des intrants, des chargeurs, les racoleurs, tout cela travaille dedans. Et
si nous considérons cette dynamique industrielle, en considérant la création et l'utilisation des entreprises par essaimage, les facteurs de production, l'atmosphère d'ingéniosité au sein des AIA, la spécialisation souple, les relations de reciprocité, de complémentarité, de confiance qui caractérisent l'IPE dans cette dynamique-là. Et si nous regardons tout le rapport marchand et non marchand, l'atmosphère industrielle, l'environnement des services et des affaires, la dynamique industrielle instruite par les AIA sur le territoire d'Arana, nous pouvons affirmer que la constellation de petites entreprises d'Arana développe le tissu industriel du territoire et industrialise de ce fait la région d'Arada à l'instar des entreprises du modèle IPE étudié par Fegen, Coulette et Boukara. Notre deuxième hypothèse est ainsi confirmée. Mais il y a une nuance. Les nuances, les petites industries industrialisantes d'Arada sont regroupées en grappes, bien que dispersées, comme les cas du Ghana et de Tunisie. Et les AIA formeraient un système industriel plus évolué que les cas du Ghanéen et du Tunisien. Ces différents cas sont un peu plus différents. Alors, donc, notre deuxième hypothèse est confirmée, mais il y a en fait cette petite nuance. Nous abordons maintenant les derniers résultats. Alors, ces résultats sont liés à comment le système AIA favoriserait le développement du territoire d'Arada. Alors, la valorisation du territoire et ses ressources, la transformation infrastructurelle des territoires, l'amélioration des conditions de vie, en tout ça, là, nous avons eu des résultats. En premier, il y a les sols qui sont valorisés, le flux du territoire, le tourisme est très développé à cause de maintenant le milieu est visité régulièrement. Et il y a l'amélioration et l'ouverture des voies, des rues, et plus villageoires. Il y a la construction d'écoles. Les entreprises ont participé à la construction d'écoles, de dispensaires, ils financent la planification des naissances. Il y a beaucoup d'emplois pour les jeunes qui sont des diplômés et déscolarisés. Il y a la construction des puits, accès à l'eau potable. Il y a la transformation de déchets en engrais verts. Il y a aussi l'installation industrielle des routes, des pistes cyclables. Il y a des petits dispensaires, des écoles, des ateliers de fabrication, des puits, des installations d'électrification scolaire, solaire du moins, des petites industries de fabrication de matériel, installation électrique conventionnelle, adduction d'eau potable. Il y a aussi des taxes que les entreprises payent à la commune. Alors, le fait les travaux de ces entreprises ont amélioré non seulement les conditions de vie de ces acteurs, mais aussi des populations. Parce qu'il y a de l'emploi en grand nombre élevé, les travailleurs scolarisent et maintiennent tous leurs enfants à l'école. Ils habitent des maisons décentes, ils s'offrent des soins de santé, ils mangent à leur faim et ils prennent plusieurs repas par jour. Ils se vêtissent décemment, ils ont des moyens de déplacement. Et nous avons aussi remarqué que les populations du territoire du Sud Bénin profitent des infrastructures publiques et que ces entreprises offrent des écoles et des dispensaires, de l'électricité, de l'adduction de l'eau potable. Parce que les gens étaient au Marigot avant, ils buvaient l'eau de rivière. Aujourd'hui, ils boivent de l'eau potable. Il y a des pistes rurales, les routes sont tracées, des petits services qui environnent les entreprises. Des services aux entreprises, ils profitent de ça. De la disponibilité d'emplois durables et saisonniers, de la formation pratique en entreprise, des jus d'arana, des fruits frais d'arana, du développement des microfinances et surtout de la fin des braquages à main armée à Arada. À cause de ces emplois comme ça pour la jeunesse, il n'y a plus aujourd'hui des routes barrées, des gens tués sur les routes au niveau d'Arada. Les AIA aussi ont fait que la pauvreté est réduite au niveau du Sud Bénin à cause de tout ce qu'ils font, parce qu'ils sont facteurs de l'épanouissement socio-économique d'un grand nombre de personnes. Emploi valant un salaire minimum de 120 000 francs, c'est-à-dire 300 $ canadiens. Un hectare donne 1 800 000 francs, c'est-à-dire 4 500 $ canadiens. La transformation d'un hectare fait gagner jusqu'à 6 millions, c'est-à-dire 15 000 $. Canadiens. La région doit son développement pour plus de 80% aux associations des entreprises de l'Arana, selon les notables d'Arada. Au vu de tout ça, quand nous considérons la dynamique de la valorisation des territoires et de sa transformation infrastructurelle, la dynamique de création et d'apprentissage à entreprendre, la dynamique de réseautage à caractère social, marchand et non marchand, la dynamique d'attractivité territoriale, le développement de l'identité, de l'appropriation, de reconnaissance territoriale, la dynamique de la combinaison des actions sociales et économiques,
La dynamique de l'amélioration des conditions de vie humaines dans les territoires, en ce qui concerne les acteurs et la population, nous pouvons dire que les AIA en tant que dynamique industrielle montrent qu'elles constituent en elles-mêmes une dynamique territoriale favorisant le mieux-être des entrepreneurs, des entreprises, des populations, etc. sur le territoire d'Alada, à l'instar des SPL et des districts industriels. Notre troisième hypothèse est partiellement confirmée. Pourquoi? Parce que la dynamique territoriale reste incomplète du fait que nous n'avons pas étudié les limites, du fait des limites de la présence de recherche, nous n'avons pas étudié les aspects de gouvernance et d'environnement que nous allons encore revenir dessus dans notre conclusion. Toutefois, l'étude spécifique de la dimension territoriale est nouvelle par rapport aux cas ghanéens et tunisiens. Notre contribution. À l'issue de cette recherche, nous pouvons dire que l'étude du système IPE-AIA révèle qu'il y a une nouvelle dynamique portée par des acteurs, par divers acteurs territoriaux interagissant dans une dynamique industrielle faisant intervenir des activités de production, de transformation, de commercialisation dans les territoires en développement. Et cette étude indiquerait dans une certaine mesure que le retour à l'industrie effectué comme dynamique locale, spontanée, de nature rampante et diffuse, générait le développement territorial comme la possible alternative du développement des pays en voie de développement. Le modèle AIA tient compte de l'influence du territoire et de l'interaction dynamique des acteurs. Cette observation a permis de schématiser l'approche en proposant un modèle faisant intervenir plusieurs acteurs. Ils sont dans une dynamique d'interaction favorable à une dynamique industrielle générant une possible dynamique territoriale de développement. Et voici le modèle. Ici, nous avons en grand cercle les grands domaines d'activité, la production, la transformation, la commercialisation. Et ensuite, les acteurs. Nous avons les entrepreneurs, les innovateurs, les bailleurs, les consommateurs, les chercheurs qui investissent le lieu. Et puis l'État. L'État au centre parce que l'État favorise la paix, fait que la paix et garantit le contexte de paix. Et l'État aussi, par son silence, attribuerait peut-être des crédits fiscaux à ces entreprises. Et nous allons conclure en répondant à notre question de départ. Si le système IPE contribue au développement territorial de Alada. Alors, à l'issue de cette thèse, le développement d'un territoire serait plus ou moins tributaire du poids de son tissu industriel en équilibre avec son organisation sociopolitique et culturelle. Autrement dit, le tissu industriel serait d'une importance capitale dans le développement viable de territoire. Dans ce cadre, le tissu industriel constitué par les AIA, une forme de l'IPE, contribuerait dans une certaine mesure au développement de la région d'Alada et ses environs. Il y a des limites. Notre étude est faite à une échelle réduite. Les dimensions gouvernance et impact environnemental ne sont pas étudiées. L'étude n'est pas élargie à tous les acteurs à divers niveaux. L'étude n'est pas comparée avec d'autres secteurs au Bénin. Dans le cadre de développement régional et territorial, nous recommandons qu'il serait souhaitable d'intégrer comme dimension pertinente et originale l'étude de l'IPE comme méga variable en milieu africain comme initiative à la base pour le développement tant souhaité. D'autres études pourront être faites à grande échelle et tiendront compte des dimensions gouvernance et environnement, des acteurs de toute la filière, des comparaisons avec d'autres secteurs en prenant en compte notre apport, nos critiques et nos recommandations. Je vous remercie. Donc, merci M. Valentin Agon. Merci aussi d'avoir respecté le délai imparti. Donc, tel que j'avais annoncé, nous procéderons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire les échanges avec vous, les membres du jury, selon l'ordre évoqué tout à l'heure. Et donc, je céderai la parole d'abord à notre collègue Jean-Philippe Courbe de l'Université du Québec à Montréal. Oui, donc bonjour Valentin. Donc d'abord félicitations pour cette très belle présentation.
qui tient compte déjà d'une partie des commentaires reçus. Alors, ça élimine un certain nombre de questions. Bravo, c'est bien de l'avoir fait comme ça. Et c'est apprécié. Bon, néanmoins, évidemment, pour la beauté du débat intellectuel, évidemment, on a toujours des questions. Ma première question, ce serait le fameux modèle que vous présentez réunit d'une certaine façon 3 modèles existants. Et pouvez-vous un peu développer de savoir si, en combinant les 3 modèles existants, on accumule davantage de force que de faiblesse, ou quelles sont les faiblesses qui demeurent et qui étaient déjà dans les 3 autres modèles et qu'on retrouve dans ce modèle-là aussi? Ça, c'est ma première question. Je poserai une question à la fois au fur et à mesure, en fonction du temps que ça prend, puisqu'on a décidé qu'on aurait deux rondes, donc allons-y comme ça, pour tout de suite. Merci, monsieur le professeur. Vous savez, vous avez parlé de 3 modèles qui existent. Et je voudrais savoir si vous parlez du modèle SPL, le modèle IPE et le modèle de développement territorial et ce que j'ai produit ici. Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Le modèle SPL et district industriel sont déjà reconnus comme des modèles qui favorisent le développement d'un territoire, qui constituent une dynamique industrielle favorisant l'émergence du territoire. Et on connaît aussi le développement territorial. Ici, j'ai essayé, Fegel qui a étudié le modèle n'a pas produit un modèle. Moi, j'ai essayé de schématiser ce que je vois dans ma tête. Et donc, en schématisant ce modèle, je constate que ça me permet d'avoir une image mentale de ce qui se passe, parce que je vois les acteurs en action, en liaison entre eux, et les grands domaines dans lesquels ils sont. Maintenant, pour les SPL et les districts industriels, j'ai essayé de faire quelque chose au niveau du schéma conceptuel. C'est des modèles qui sont nés de l'environnement des industries existantes. Mais ici, c'est né de nulle part. C'est spontané. Donc, c'est quelque chose en construction. Et c'est pourquoi j'essaye de présenter une image qui reflète la réalité observée. Évidemment, ça présente certaines faiblesses parce que dans le modèle à travers Fegel, l'État est absent. Mais dans le modèle béninois, l'État est présent, mais pas acteur. Mais sa présence est quelque part active. Et donc ça, peut-être, je suis en train d'améliorer le modèle, un modèle qui existe plus ou moins. Et en ce qui concerne le développement territorial, je vois le territoire, je vois les acteurs. Et le développement territorial est déjà un modèle constitué, mais bien sûr encore en construction parce que beaucoup de réflexions sont encore. Et donc, moi je les rassemble tous ici et j'essaie de montrer, de sortir ce modèle en montrant que les acteurs en liaison entre eux et dans des domaines d'activité donnés avec l'influence ou non de l'État, on pourrait aboutir au développement. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Ok. Merci. Ma deuxième question. Donc j'ai apprécié que vous mettiez au clair la question des hypothèses par rapport aux objectifs et de l'état de référence, qui est un état de référence théorique, donc ce fameux modèle combiné des 3 auteurs que vous citez. Hein, la question, c'est de savoir si la période de temps, en fait, parce qu'on parle, la période de temps que vous étudiez pour l'émergence de l'IPE, reliée à l'ANANA, est-ce que c'est une période de temps
que vous considéreriez comme suffisantes pour montrer que vos conclusions sont robustes par rapport au modèle étudié, dans le sens, puisque d'une certaine façon, c'est un essor actuel, et par exemple, pour compléter un peu ma pensée, tel que je l'ai mentionné aussi dans mes commentaires, moi je ressentais quand même une certaine vulnérabilité du modèle et de la réalité au contexte du marché. Par exemple, si le contexte du Nigeria change et que l'incertitude politique au Nigeria fait qu'ils se remettent à produire, quels seront les nouveaux marchés? Est-ce que la région va être en dépression par rapport au fait que c'est une mono-industrie? On s'aperçoit qu'il y a des tendances mondiales. Les Américains ont financé pour le Maroc ce genre d'initiative avec des vallées amandières, des vallées de clémentines, et puis tout ça s'en va dans des marchés qui deviennent extrêmement vulnérables puisqu'ils sont mis en compétition les uns avec les autres, notamment le Costa Rica produit énormément d'ananas et inonde le marché mondial, donc d'une certaine manière, on s'est rendu compte, pas juste dans l'agro-industrie, mais le développement basé sur des mono-industries est toujours très vulnérable. Et moi j'ai été surpris que dans vos conclusions, vous ne reveniez pas sur ces questions-là, peut-être avec quelques recommandations qui permettraient d'achever le travail en considérant une période plus longue et en discutant les facteurs de vulnérabilité et de comment les surmonter. Donc, ma question, la période de temps est-elle suffisante pour des conclusions robustes et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, suivant ce qu'on vient de dire? Merci, monsieur le professeur. L'ananas on n'a pas cultivé l'ananas au Bénin vers les années 70 et c'est à partir de 90 qu'il y a l'émergence. C'est depuis 90 qu'il y a une émergence, donc c'est de 90 à nos jours, moins d'une trentaine d'années. Alors, la période, en ce qui concerne la période du temps, ce que nous avons fait est une photographie d'une période donnée, c'est-à-dire de 90 à nos jours. Et ce n'est pas largement suffisant si on va considérer vraiment dans le temps, la dimension temps, ce n'est pas encore suffisant pour faire des conclusions robustes, parce que le monde est en changement perpétuel. Cependant, vous avez souligné le Nigeria qui est le gros consommateur des produits béninois, et je suis revenu dessus pendant mon exposé en disant que le fait déjà du terrorisme Boko Haram au Nigeria, et ça, le marché tourne au ralenti. Mais ce qu'on a constaté, c'est que c'est comme une belle opportunité pour les Béninois de transformer maintenant l'ananas en jus, parce que dans mon exposé, j'ai montré que quand on produit seulement 1 hectare, c'est juste 1 800 000 qu'on gagne, mais quand on transforme 1 hectare, on gagne 6 millions. Donc 4 600 $ et 15 000 $. Et donc aujourd'hui, les Béninois sont lancés beaucoup plus dans la transformation, et puisque le Nigeria venait prendre nos ananas et transformer et venait nous vendre le jus. Aujourd'hui, ce sont les Béninois qui transforment et qui vont vendre au Nigeria et qui vont vendre ailleurs. Donc, le monde évolue dans une compétition, il y a l'endroit et l'envers. Quand l'autre développe l'endroit, l'autre développe l'envers. Et donc, c'est dans cette dynamique-là, mondiale, là, que ça existe, même aussi l'histoire de Costa Rica, c'est une menace pour l'ananas, parce que c'est le pôle le plus développé au monde, c'est Costa Rica. Mais ce qui est spécial au Bénin, que j'ai souligné aussi dans la thèse, c'est le goût, la qualité de l'ananas du Bénin. Aujourd'hui, la présidence du Bénin a fait de l'ananas une indication régionale. Et donc, tous les présidents, tous ceux qui arrivent au Bénin, le président du Bénin offre l'ananas parce que le parfum est différent, le goût est différent et c'est apprécié. Nous misons sur la qualité, le goût et ces critères organoleptiques pour pouvoir peser aussi sur le marché nos jus. Nous avons aujourd'hui nos jus vers le Brésil, alors que le Brésil aussi est un producteur. Et donc, à cause de la qualité de l'ananas du Bénin, et aussi il y a l'INRAP qui travaille, il y a des instituts d'ingénieurs agronomes qui travaillent pour le maintien et aussi la protection de la qualité de l'ananas du Bénin.
Et ça fait partie du programme du gouvernement du Bénin aujourd'hui, de protéger l'ananas béninois et de faire valoir cet ananas sur le marché mondial. Mais cela ne nous empêchera pas d'avoir des menaces. Et ça existera toujours, et c'est comme ça que toutes les industries et tous les secteurs industriels évoluent et se battent. Et donc le temps n'est pas largement suffisant pour dire que maintenant c'est conclu, nous avons gagné, c'est tout. Non, nous devons nous adapter aux circonstances et essayer de surmonter les menaces à tout moment en inventant, en innovant avec cette spécialité, cette spéculation, cette indication géographique qu'est l'ananas. Donc nous sommes en marche, nous sommes pas encore finis. Nous sommes dans un processus. Donc c'est un processus long et nous devons être capables de nous adapter aux circonstances. Je comprends, félicitations pour le goût de l'ananas du Bénin, dommage qu'on n'en a pas utilisé. Vous êtes un excellent ambassadeur du produit, mais je comprends que peut-être vous n'êtes même pas encore au sommet de l'industrie, mais il faut regarder les grandes expériences de développement international. Si on regarde par exemple le cacao en Côte d'Ivoire, l'huile de palme en Indonésie et aux Philippines et tout ça, il y a eu c'est sûr qu'il y a des industries parfois qui peuvent vivre pendant même plusieurs générations humaines, mais le jour où ça se casse la gueule, c'est toute la région qui est hyper vulnérable. Et ici, il y a aussi une dimension que j'avais soulignée, que vous avez mentionnée, c'est vrai qu'il n'a pas été étudié, mais pour moi, pour qu'il y ait un réel développement territorial, il faut un développement qui puisse être aussi respectueux de l'environnement. Vous avez lu Ignacy Sachs et l'éco-développement, et dans l'éco-développement, oui, le côté endogène est important, mais en même temps, le côté écologique et environnemental est important. Et en fait, si il est avéré que la population détruit tout doucement ses propres ressources, à la fin, ça peut être un désert. S'il y a eu tellement de pesticides, parce que tellement de prélèvements, tellement d'empoisonnement, on pourrait dire, de tout cet environnement merveilleux dans lequel vous vivez actuellement, et dans lequel l'industrie se développe, peut-être qu'il y a une capacité de support de la région qu'il ne faudrait pas dépasser. Oui, c'est ça, exactement. C'est mon côté géographique. Et éventuellement, de ne pouvoir, tout compte fait, statuer sur des conclusions robustes qu'à la lumière de cette perspective temporelle reliée à la biodiversité, à la capacité de produire, etc. Et aussi, je reviens encore là-dessus, à la diversification. Parce que la mono-industrie, vous avez mentionné que, j'ai plus les chiffres en tête là, mais il y avait 100 emplois directs et 2000 emplois indirects, je ne sais plus, enfin il y a une proportion incroyable d'emplois indirects. Mais imaginez un peu ce qui arrive dans une région comme celle-là, hein, comme celle de la région de l'aluminium, hein, si tous les emplois indirects qui vivent de l'Alcan, ou dans les zones minières, c'est très connu. Au Canada, ça a été étudié avec Sudbury et tout ça. Il y a même des dizaines de thèses de doctorat probablement qui ont été produites sur ces phénomènes-là. On sait que la diversification de l'économie est importante. Et là, vous abordez pas ça. Pire que ça, je pense que pire que ça, on a l'impression que tout le territoire va aller jusqu'à sa propre perte. Il y a une phrase que mon directeur de mémoire disait quand il questionnait les gens d'une région qu'on a étudiée avec Christiane en termes de développement régional, de Charlevoix, et avec l'exploitation touristique des mammifères marins, on dit les gens ont l'impression qu'ils détruisent la ressource qui les fait vivre. C'est-à-dire que quelque part, à un moment donné, une fois la joie d'avoir des revenus qui passent de moins de $1 par jour à $300 par année, à plus de 300 $ et plus, parce que moins de $1 par jour, ça fait $300 par année. Donc, est-ce qu'il y a vraiment progrès? Mais à 2000 et tout ça, là, donc la structure des revenus, donc les gens ont des emplois, ils scolarisent, on fait des infrastructures publiques, et puis, pouf, la ressource est détruite après, où le marché est instable. Et là, on a misé que là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on fait avec une région comme celle-là? En termes
de dire qu'on a un modèle de développement territorial? Ma réaction sera en double. Ma première réaction sera relative à ce qui se fait sur le territoire et la seconde réaction sera relative aux menaces externes. En ce qui concerne la production de l'ananas dans la région d'Alada, d'abord le produit, l'ananas, c'est une ressource végétale qui se reproduit. La terre est bonne, la priorité est bonne dans le milieu. Et je pense que tant que les Béninois aiment les jus d'ananas, d'abord sur le marché interne, c'est très prisé, c'est très demandé. Donc cette région est notre ressource en matière de jus d'ananas et de l'ananas frais. Ça va continuer parce que c'est une ressource renouvelable. Et puis, nous avons aussi remarqué, comme je l'ai mis dans ma thèse à la fin du chapitre 6, qu'il y a des menaces au niveau environnemental. C'est-à-dire, ils coupent tout, et je crains que ça soit un désert. Et c'est pourquoi le ministère du cadre de vie a imposé que tout producteur d'ananas associe les cultures vivrières et laisse des couloirs de plantes, des arbres, ce que j'ai aussi relaté dans le chapitre 6. Comme je n'en ai pas fait une préoccupation pour la thèse au côté environnement, c'est pourquoi je n'ai pas vraiment dosé ça. Maintenant, en ce qui concerne l'extérieur, je souligne que la région serait résiliente du fait de cette capacité de production, d'existence, de tout ce qui se fait dans la région. Et face aux menaces de l'extérieur, telles que Costa Rica, Brésil, même Nigeria, ce que nous avons déjà remarqué, je l'ai souligné, c'est la capacité interne de transformation et d'adaptation et de transformation aussi. Mais il est toujours bon de penser quelle menace qui peut arriver et comment on peut s'adapter à cette menace, comment on peut transformer aussi cette menace. On a essayé de transformer la menace de Boko Haram en atout, en opportunité, en transformant l'ananas maintenant, parce que c'était tellement une zone qui était agricole et qui produisait rien que le fruit. Aujourd'hui, c'est une zone non seulement industrielle au plan agricole, mais industrielle aussi au plan transformation, distribution. Et donc, d'une manière ou d'une autre, la région travaillera à son développement et à sa capacité de résilience, comme tout peuple. Je crains que ce que vous dites arrive parce que j'ai étudié ici le cas de Mauricie, qui était dépendante que des pâtes à papier. Dès que ces usines-là sont fermées, Mauricie est tombée et a dû reprendre les choses. C'est ça, c'est une telle menace, c'est grave. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des capitaux extérieurs qui travaillent dedans, c'est des capitaux internes. C'est les peuples à la base qui travaillent et qui ont une ressource qui replante, qui est renouvelable. Et donc, la menace extérieure pèserait, mais l'intérieur, je pense que la stabilité pourrait rester un peu longtemps. On ne sait jamais. Il faut toujours une réserve en toutes choses. L'avenir est sombre, mais il faut être capable de sauter dans l'avenir et de prendre son destin en main. C'est ce que la région d'Alada essaye de faire. Merci. Je vais céder la parole. Ça fait à peu près 15 minutes, donc autant céder la parole au commentateur suivant. Merci. Oui, donc merci Philippe. Je demanderai donc à Steve d'y aller avec ses questions, commentaires. Oui, bonjour.